Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-François Achilly. Oui, c'est la politique qui reprend ses droits. Jean-Luc Mélenchon en meeting ce matin à 10h à Valence. Raphaël Glucksmann ce soir aux 20h de TF1. Ce sont déjà les grandes manœuvres à gauche dans la bataille présidentielle. Je vais évoquer la question du jour que nous posons ce matin sur Sud Radio. Vous savez, nous allons l'évoquer avec nos invités qui ont pris place dans le studio. Je vous les présente dans un court instant, vous les connaissez de toute façon. Ils sont de retour, fringants. La question du jour, en marge de, nous allons y venir, de la passe d'armes entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon sur la question de Mayotte. L'immigration sera-t-elle le thème majeur de la campagne présidentielle? Vous répondez depuis ce matin sur X et sur YouTube. Tiens, vous êtes là, Thomas Rano, vous avez passé une tête dans le studio. Quel est le résultat de la question du jour? Alors sur X, vous êtes 57% estimé que oui, ce sera la question majeure. Ouais. Sur YouTube, moins de clivage entre guillemets, puisque vous êtes 78% à nous dire que oui. Je vous lis peut-être quelques commentaires. On a par exemple un internaute qui nous explique que ce sera l'un des sujets majeurs, mais pas le sujet majeur qui sera plutôt le pouvoir d'achat. Un autre nous explique que ça devrait plutôt être la lutte contre la corruption généralisée. Ah oui, il y a toutes sortes d'avis dans la nature. Ça promet. Merci Thomas Rano. Le débat à suivre. Allez, nos deux invités ont pris place. Bonjour à vous, William T, président du think tank Le Millénaire, et le débatteur habituel avec vous, Nicolas Corato. Bonjour également. Bonjour. Bienvenue tous les deux. Président fondateur du think tank Place de la République. J'ai planté un petit peu les drapeaux, le décor. Donc effectivement, une actualité politique assez chargée. Ce n'est pas parce que la nature a horreur du vide qu'il ne se passe rien d'autre en dehors. C'est que vraiment, il est en train de sous les yeux. Nous avons un démarrage de la campagne présidentielle, littéralement, avec Raphaël Glucksmann ce soir sur TF1, en meeting ce matin, Jean-Luc Mélenchon à Valence. Par ailleurs, il y a cet affrontement à distance, nous allons l'évoquer, entre Édouard Philippe sur Mayotte, qui a remis, et Jean-Luc Mélenchon, l'immigration au cœur de cette rentrée. Je commence par vous, William T. Est-ce que vous estimez que nous sommes, ça y est, en campagne présidentielle, tout de suite là? Oui. Ou alors c'est sur les prémices, puis c'est la... Non, parce que vous avez dit c'est pas avant janvier, hein? Non, d'habitude une campagne présidentielle démarre à peu près à l'été, c'est-à-dire qu'à l'été il y a les manœuvres qui se déroulent. Là cette fois-ci on a eu un été qui était plutôt calme, et d'habitude il y a des actualités politiques qui émergent, et là hormis la question des incendies, il y a pas de grande actualité qui a émergé. Mais là par contre ça a véritablement démarré, parce que en fait au début de l'été, Marine Le Pen a été désignée comme candidate, en tout cas s'est désignée comme candidate suite au jugement de la Cour d'appel. Le bloc central est en compétition, la gauche est en compétition, donc chacun essaye de manœuvrer. Par contre, là où je mettrais une distinction, c'est que en fait, on n'a pas une campagne présidentielle, hormis entre Édouard Philippe et Mélenchon, de bataille entre des blocs, mais plutôt au sein des blocs, pour savoir qui va finir en tête des blocs. Édouard Philippe doit s'imposer au sein du bloc central. Marine Le Pen s'est déjà imposée au sein de son bloc. Et maintenant, entre Mélenchon et Glucksmann et le reste, vous aurez une bataille à gauche pour savoir qui va finir première force à gauche. Nicolas Corato, ça se joue à gauche là, hein, parce qu'il y aura ensuite le Parti Socialiste. Vous avez déjà Olivier Faure qui est allé faire un tour chez les écologistes. Ça manœuvre tout de suite là, c'est parti. Ouais. Oui, avec un fait qui ne nous a pas échappé, c'est quand même le départ très anticipé de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon a pris les devants et a pris soin de partir très très tôt dans cette campagne. C'est un choix stratégique, on verra si c'est payant ou pas. William remarquait qu'effectivement les campagnes présidentielles commençaient entre le mois de septembre et le mois de janvier. Jean-Luc Mélenchon est parti dès le premier semestre 2026. C'est un choix tactique, c'est un choix qui pour l'instant on a l'impression que ça s'avère payant. C'est-à-dire que il prend une position et il devient le référent, voire même le punching ball, mais en tout cas c'est un rôle qui lui va bien, qui lui plaît, j'ai l'impression, des candidats des autres blocs, le bloc central comme le bloc de droite. Donc d'une certaine manière, Jean-Luc Mélenchon a pris un pari, a pris de l'avance et est devenu un peu central dans l'affrontement gauche-droite. Ce qui fait que Raphaël Glucksmann, ce soir, finalement, va peut-être ramasser quelques miettes de ce qui reste de la social-démocratie, mais aura peut-être du mal à combler ce retard tactique qu'il a pris sur Jean-Luc Mélenchon. Alors, William T, parlons de Mélenchon et nous parlerons également de Glucksmann dans la foulée. Il y aura ce discours de clôture des amphis de l'été à Valence ce matin du leader insoumis. Vous dites quoi? Qu'il va tenter de rassembler, ou alors il va de nouveau
cliver, pardon pour ce néologisme, pour, on va dire, booster son aile gauche et ensuite essayer de... C'est de la cuisine, c'est de la tambouille, mais les électeurs de gauche s'inquiètent aujourd'hui. Hein. Moi, je pense qu'il va faire les deux, mais pas sur les mêmes cibles. Moi, de ce que je vois dans les propos qu'il tient... C'est le gentil ou le méchant qui va causer? C'est ça ma question, en fait. En fait, pour moi, il va être le gentil à gauche et il va être le méchant vis-à-vis des autres blocs, donc Le Pen et face à Le Pen et face à Philippe. On voit bien notamment que maintenant, dans les différentes interviews qu'il a faites, donc celle d'hier au 13h et puis les différentes prises de position qu'il a prises, il attaque plus les autres leaders de gauche. Même les socialistes, à qui il fait toujours un petit bon mot, je trouve qu'il est pas méchant et qu'il est davantage sur une main tendue aux communistes et aux écologistes. D'ailleurs, ça va peut-être marcher, je pense vraisemblablement que ça va marcher, mais que par contre, il attaque très fortement Attal, il l'a attaqué Attal très fortement cet été, il attaque très fortement Édouard Philippe, et il va continuer à attaquer Le Pen. Pour moi, sa tactique est la suivante, c'est de se dire, à gauche, il y a la possibilité de faire l'union parce qu'il doit considérer que Glucksmann est un candidat qui est faible et qui va le ratatiner gentiment, et que en fait, il va essayer de faire l'union de toute la gauche avec lui, un peu comme ce qu'a fait François Mitterrand, pour aller attaquer Édouard Philippe et Marine Le Pen. Et je pense par contre qu'il va être très très virulent contre Philippe, Attal et Le Pen, et qu'il va être de plus en plus doux avec le reste de la gauche. Nicolas Corato, le slogan ce pourrait être « La gauche c'est moi ». Oui, et je pense que Jean-Luc Mélenchon en a conscience et le pense. Je crois que Jean-Luc Mélenchon pense qu'il a plié le match à gauche, qu'il ne reste que de la marge, entre guillemets, à Raphaël Glucksmann. Regardons un peu l'échiquier politique à gauche. Le PS ne présentera pas de candidat. C'est acquis. Les Verts... Ah, vous dites ça, vous? Ah oui. Le PS ne présentera pas de candidat. C'est Glucksmann qui sera candidat. On a une primaire qui a été faite sur mesure pour Raphaël Glucksmann. Ce qui risque de pendre au nez entre guillemets de Raphaël Glucksmann, c'est si on voit que les sondages ne décollent pas, on cherchera une alternative et éventuellement François Hollande sortira du bois. Mais pour l'instant, le PS ne présente pas de candidat. Les Verts ne présenteront potentiellement pas de candidat. Finalement, Jean-Luc Mélenchon a fait le ménage à gauche à l'heure à laquelle on parle, et il reste simplement Raphaël Glucksmann, qui est un candidat qui se confond assez facilement avec un Gabriel Attal sur un certain nombre de données. Donc finalement, sur la gauche, Jean-Luc Mélenchon a fait un ménage. Vous voyez, je reste avec vous, Nicolas Corato, un Raphaël Glucksmann ce soir sur TF1, bon, je serai candidat, c'est ce qu'il va dire, tout reste à savoir s'il veut ou pas d'une primaire. Oui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je crois que cette primaire, il peut pas la refuser puisqu'elle a été construite pour lui. Elle a été construite pour lui. Oui, elle a été construite pour lui, sur mesure. Vous êtes d'accord avec ça? Même William est d'accord, donc c'est pour vous dire à quel point on a raison. Oui, on essaye de vous convaincre, mais bien sûr que c'est une primaire qui a été construite sur mesure pour Raphaël Glucksmann, parce qu'il y a une volonté finalement de le porter. Le PS n'a pas très envie de s'impliquer dans cette campagne présidentielle et enjambe la campagne présidentielle pour regarder les législatives et pour continuer finalement son œuvre de reconstruction, ce qui est une tactique qui est celle d'Olivier Faure, mais qui apparemment est partagée par d'autres. Donc finalement, il reste Raphaël Glucksmann, et c'est tout sur Glucksmann, sachant que finalement Glucksmann, le destin de Glucksmann importe peu aux uns et aux autres. Si Raphaël Glucksmann par malheur ratait sa présidentielle, ça ferait pas pleurer dans les chaumières ni du PS ni des écologistes, et la vie continuerait à gauche. Donc on est vraiment dans un schéma un peu tactique, mais aussi un peu cynique. William T, vous partagez l'avis de Nicolas Corato. Le Raphaël Glucksmann ce soir dira « je suis candidat » et puis il devient le héros de la gauche social-démocrate? Moi je pense que Olivier Faure s'est dit que l'espace de jeu pour le Parti socialiste est fini à partir du moment où Boris Vallaud a tué la primaire du rassemblement écologiste, communiste, PS. En gros, pour moi, je pense que Olivier Faure s'est dit le seul moyen de passer devant Mélenchon, c'est de réunir toutes les forces de gauche hors LFI pour espérer avoir un candidat qui fasse une union et qui ait une dynamique, et puis ensuite après qui attaque au centre. Je pense que c'était à peu près une tactique qui était faite pour lui ou pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'était ça la tactique du Parti socialiste. À partir du moment où il a vu que c'était pas possible de faire l'union avec les écologistes et les communistes, et il fallait il fallait trouver, on va parler simplement, un pigeon capable de faire un score et capable de porter tous les risques et capable de faire le meilleur score possible face à Mélenchon, vu de négocier le plus de circonscriptions possible aux législatives. Je pense que c'est vraiment ça son plan. Mais là où je mets un bémol sur Glucksmann, c'est que c'est pas exclu que à la suite de la primaire, il tombe tellement bas et tellement rapidement que le Parti socialiste doit être obligé de rappeler Hollande. Je n'exclus pas cette hypothèse-là, et j'ai l'impression que une grande partie du groupe socialiste au Sénat, Caner, etc., et tous les éléphants du PS se disent
Olivier Faure fait un peu n'importe quoi et donc peut-être qu'on va être obligé de rappeler Hollande. Allez, nous allons marquer une pause. Je rappelle qu'après ce débat, nous serons en ligne avec l'ancien député socialiste Julien Drey qui portera un regard sur ce début de campagne à gauche. Dans la deuxième partie de votre débat, messieurs, nous allons revenir sur cette passe d'armes. J'aime pas trop l'expression, mais en tout cas cet échange à distance entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon sur Mayotte, sur cette question d'immigration qui semble démarrer très fort en ce début de campagne. On se retrouve dans un court instant. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Jean-François Achili. Avec nos débatteurs qui sont plutôt d'accord d'ailleurs ce matin, c'est bizarre. Oui, ça vous arrive. On est désolé. Hein. Oui, la suite. Non, parce que vous êtes d'accord, il faut le dire. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. William T, président du think tank Cercle de réflexion. Le millénaire, nous en venons à Mayotte au sujet de l'immigration. Vous avez entendu ce que disait Thomas Ranou, les personnes qui s'expriment sur YouTube et sur X pensent effectivement que ce sujet sera fondamental, central de la campagne présidentielle. Écoutez cette passe d'armes entre Édouard Philippe à Mayotte et Jean-Luc Mélenchon à Valence sur la question migratoire. Mayotte, tout est parti de la déclaration de l'ancien Premier ministre au micro de plusieurs journalistes en déplacement et la réponse du leader de la France Insoumise au trésor de TF1. Arrive d'être souvent très en désaccord avec lui. Par ailleurs, je ne sais pas la dernière fois que Jean-Luc Mélenchon est venu à Mayotte. Il faudrait lui demander d'ailleurs. Mais j'aimerais qu'il m'explique en venant ici qu'il n'y a pas de problème lié aux migrations et à la crise migratoire à Mayotte. J'aimerais qu'il vienne ici et qu'il constate que la crise migratoire, ici, elle est prégnante. Je suis déjà allé bien avant lui, dès 2005, donc je connais bien la situation de Mayotte. Je l'invite à se référer à mon discours du temps où il était lui-même Premier ministre. Et je vais vous dire ce qui me plaît pas. C'est pas tant le débat sur l'immigration, il va falloir l'avoir, on l'aura. Mais quand on fait ça à Mayotte, c'est déloyal. Déloyal. Il parle de démagogie aussi. Qui a raison sur Mayotte, à vos yeux, William T? Mais le point, c'est pas de savoir qui a raison, c'est plutôt de savoir. Quand même. Moi, je pense que les deux. En tout cas, moi, je pense que là où c'est intéressant, c'est que au moins, quand on n'est pas sur un affrontement Mélenchon face au reste de la gauche ou Philippe face au reste du bloc central, au moins on a deux bons candidats. C'est-à-dire que c'est plutôt deux personnalités qui sont considérées comme douées, intelligentes. Donc au moins, on a un débat de fond qui va être intéressant. Et je pense que le sujet qui est de fond, et là où, pour moi, Philippe est... En fait, c'est que chacun joue pour l'instant dans son couloir. C'est pas un véritable affrontement. Mélenchon essaie de convaincre son bloc qui revient à un type humaniste, etc., ouvert sur les valeurs de gauche, etc. Et Philippe doit montrer qu'il est ferme et qu'il est pas comme Macron. Et donc, ensuite, après, se pose la question du débat sur Mayotte, qui a raison ou pas. Alors, sur le débat sur Mayotte, de toute façon, c'est très simple. Les données sont très simples. Vous avez 320 000 habitants officiellement référencés au début de l'année, dont la moitié est étrangère. Et donc, en conséquence, tout le budget social du département de Mayotte part dans les aides sociales, et donc il reste quasiment plus rien pour reconstruire l'île, pour aider la population et pour alimenter les services publics. Donc tant que vous avez cette situation et tant que vous prenez pas des mesures fortes pour restreindre l'immigration à Mayotte, et de toute façon, l'île ne peut pas se reconstruire, c'est quasiment impossible. Oui, ça date de 2014, Nicolas Sarkozy président, 101e département, mais depuis... Et donc du coup se pose la question, comment vous faites matériellement sur l'immigration ? Et donc là, vous avez un vrai débat. Soit vous dites, l'immigration c'est pas grave, comme le dit Mélenchon, et donc les gens peuvent venir, mais donc réellement, est-ce que les habitants de Mayotte sont prêts à accepter cette solution ? On voit bien que non, ils sont contre. Et donc, si vous pensez qu'il faut limiter, il faut innover des nouvelles solutions. Et là où moi je trouve que Philippe a réussi à prendre les gens à contre-pied, c'est qu'on l'attendait un peu sur un logiciel macroniste en même temps, accueil, etc. Alors comment il a montré qu'il était véritablement sur les solutions qui étaient plus fermes ? Restriction temporaire du droit d'asile, création des hotspots, et c'était ce qu'avait mis en place le Royaume-Uni et l'Italie de Giorgia Meloni. Donc on voit bien que sur les mesures migratoires, il est prêt à rompre définitivement avec Macron, et c'est là où il va gagner des points. Nicolas Corato. Bon, on va pas être d'accord. D'abord, ce que fait Édouard Philippe, je sais pas si c'est déloyal, c'est très politicien et c'est de la communication politique. C'est vrai que Mélenchon n'en fait pas. Comme on n'en a pas vu, pour vous c'est de la com. Comme on aimerait ne plus en voir. Pourquoi ? Édouard Philippe a été, vous l'avez rappelé, Premier ministre. Il a été Premier ministre avec un département, Mayotte, que nous avons créé de manière assez artificielle, au milieu d'un archipel des Comores, avec des liens qui sont des liens sociaux, culturels, millénaires. Et effectivement, il y a des mouvements pendulaires de la population. Vous créez un département avec la richesse de la France, au milieu
milieu d'un océan de misère, et vous voulez ensuite dire que ça va devenir le laboratoire pour parler des problèmes d'immigration en France. Mayotte est un cas pour vous, c'est insoluble. On entend non, c'est pas insoluble, mais c'est un cas qui est très particulier. Oui. Vous savez que la moitié des OQTF sont prononcés à Mayotte. La moitié des OQTF en France sont prononcés à Mayotte. C'est un cas complètement à part. C'est un cas qu'il faut régler. C'est un cas que le Premier ministre Édouard Philippe n'a pas réussi à régler. Je rappelle quand même qu'il a fait affaire à des émeutes et que l'État français a été plus que dépassé dans l'archipel. Donc c'est quand même étrange qu'Édouard Philippe, candidat, vienne donner des leçons à Édouard Philippe, ancien Premier ministre, en se rendant à Mayotte. Moi, je trouve que ce coup de communication est parfaitement raté. En revanche, qu'on vienne parler d'immigration à Vintimille, qu'on vienne parler d'immigration à Calais, je pense qu'on prendra le thème de l'immigration par sa côté concret. Mais non, Mayotte est une exception, c'est même une exception mondiale. Il y a très peu de territoires au monde où on a implanté une structure administrative, sociale et économique au milieu d'un océan de misère. Il y a très très peu d'exemples. Donc il faudra régler Mayotte, mais Mayotte n'est pas le sujet qui symbolise l'immigration et les problèmes d'immigration en France. Non mais peut-être que tu as fait une pause pendant l'été, mais tu n'as pas vu ce qui s'était passé à Ceuta. Sur le bord de l'Espagne, et donc on voit bien que on aura. Non mais Ceuta, c'est historique, pardon. Les enclaves espagnoles, elles datent pas d'il y a 15 ans. Mayotte, vous l'avez rappelé, 2014. C'est 2014. Non mais qu'est-ce commence cet épisode? Ça veut dire que les vagues migratoires ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous, en raison d'un contexte de guerre qui est beaucoup plus prononcé, en raison du dérèglement climatique qui va faire que tu auras des mouvements de population, mais en raison du fait que la démographie l'immigration à Mayotte joue. Ça n'est pas le problème migratoire, économique climatique qui explique l'immigration à Mayotte. C'est un problème mahorais et c'est un problème comoréen. Donc, tu vas avoir des vagues migratoires qui vont être de plus importantes sur le continent européen. Les frontières françaises vont être davantage touchées parce que, de toute façon, c'est une question démographique. Donc, inévitablement, il faut mettre des mesures qui soient de plus en plus fortes si tu veux choisir qui tu accueilles et repousser ceux qui ne veulent pas. Mais ça n'est pas le sujet à Mayotte. Le cas à Mayotte, c'est que la moitié de la population n'est pas désirée à Mayotte et que tu as besoin de prendre des mesures qui soient de plus en plus fortes pour repousser cette population et pour pouvoir faire en sorte que l'île ait les moyens de se reconstruire. D'un mot, parce que c'est intéressant, Nicolas Corato, qu'est-ce que vous préconisez? Il faut se débarrasser, pardon pour l'expression, du confetti d'empire de Mayotte. D'abord, pour l'avenir, quelle est la solution? Pour l'avenir, il faudra réfléchir. Les Mahorais attendent beaucoup des solutions. Et vous avez recité la date de 2014. Je le dis d'autant plus facilement que c'est la gauche qui a départementalisé Mayotte. Donc il y a un moment, si vous voulez, où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Mais maintenant que c'est fait, que Mayotte fait partie intégralement de la nation, il faut bien entendu qu'elle y reste et qu'on règle le problème. Le problème, il est qu'on n'arrive pas à avoir un accord avec les Comores, qui sont un État qui font une pression migratoire, qui est une pression politique sur l'île, puisque cette immigration sert aussi des objectifs politiques. Donc on est très très loin des problèmes migratoires qu'on rencontre en France. Ça n'est pas du tout. Ce qui s'est passé non, ça n'est pas du tout le même contexte. Rien à voir. Et non, il faut parler sérieusement, William, de ces sujets-là. On peut pas faire des analogies comme ça. Je vous ai dit une bêtise. 2011 dans mon 2011, esprit. Oui, c'est François Hollande qui non, c'est Nicolas Sarkozy. Alors vous avez raison, pardon. C'est moi. C'est 2011. Ouais. 2011. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le sujet est revenu ensuite sous le quinquennat Hollande. Exactement. De façon problématique. C'est sous la droite. Comment tu fais pour stopper l'immigration? Oui. Mais il n'y a pas d'autre choix que de trouver un accord avec les Comores. Non, ils veulent pas d'accord. C'est un sujet centenaire, voilà. Messieurs, il est temps de conclure. Je vois que vous n'êtes pas d'accord sur la question de Mayotte. Je reviens quand même à ce premier épisode, puisque je le rappelle, nous avons ce matin le meeting à Valence de Jean-Luc Mélenchon et ce soir Raphaël Glucksmann aux 20h de TF1. C'est quand même une journée événementielle en termes de campagne présidentielle. Je vous pose une seule question pour la gauche, et puis je sais que Julien Drey nous écoute, il va réagir dans un instant. William T, Jean-Luc Mélenchon, il peut incarner la gauche à la présidentielle, ou est-ce qu'il fait figure de repoussoir eu égard à toutes les controverses qu'il y aura eu ces dernières années? Moi, j'ai l'impression que la gauche n'a pas de mémoire et que malheureusement Jean-Luc Mélenchon va s'imposer au sein de la gauche. Voilà. Hormis s'il rappelle Hollande, moi je vois pas les autres faire face à Mélenchon, et malheureusement, en fait, quand vous mettez à la place d'un électeur de gauche, vous dites Mélenchon a ses problèmes, Mélenchon est un repoussoir, Mélenchon à toutes les positions que l'on connaît, mais ils ont réussi à nous proposer pire avec Tondelier, Roussel et Glucksmann, et donc malheureusement je pense que les électeurs de gauche vont se tourner vers Mélenchon si on est assez lucide. Il incarne une gauche, et son objectif c'est d'incarner la gauche. Aujourd'hui il incarne une gauche alternative, plutôt radicale.
Est-ce qu'il y arrivera à étendre cette incarnation au reste de la gauche? La question qu'on peut se poser en creux, c'est qui incarne l'autre gauche aujourd'hui? Qui incarne la gauche social-démocrate? Et je suis pas sûr, je le dis, que Raphaël Glucksmann soit le meilleur représentant de ce courant. Allez, merci messieurs, heureux de vous retrouver très en forme pour ce retour de vacances. William T, think tank Le Millénaire, et Nicolas Corato, celui de Place de la République. Vous êtes tous les deux des présidents et vous êtes les bienvenus pour ces débats, on va dire, très musclés du dimanche matin. Merci à tous les deux. Dans un instant, nous serons en ligne avec Julien Drey, l'ancien député socialiste, qui portera un regard effectivement sur cette rentrée de la gauche, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.